Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos Nouvelles d'ici, édition du 11 décembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Le concert bénéfice offert par la chorale La Galère de Pabot à l'occasion de la campagne de financement de la Fabrique de Pabot. Madame Nadia Minassian nous parle lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé du renouvellement des ententes de service pour le centre d'appel de la Sûreté du Québec à Chandler. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel en période de préparation des paniers de Noël. Madame Marjolaine Bernier-Leduc nous informe sur le fonctionnement de la cuisine collective. Monsieur Jean-Guy Poirier nous parle du projet de loi 122. Monsieur Sylvain Roy nous entretient au sujet de l'équipe du tonnerre. Le 4 décembre dernier, la chorale La Galère de Pabot présentant un concert bénéfice au profit de la Fabrique de Pabot. Voici le reportage de notre collègue M. Éric Robert-Joseph pour l'occasion. Le dimanche 4 décembre dernier, la paroisse de Pabot nous présentait un concert bénéfice mettant en vedette la chorale La Galère de Pabot, le tout au profit de la Fabrique du même endroit. All the leaves are brown, and the sky is gray, I've been born a while, on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in LA, California dreaming, on such a winter's day. Merci à Télévague de s'être déplacé pour cet événement de cet après-midi, dimanche 4 décembre. L'église était remplie, 300 personnes se sont déplacées pour le spectacle offert par la chorale La Galère, ainsi que David Blanchette et ses deux enfants qui ont chanté des chansons de Noël extraordinaires. Je pense que tout le monde est très satisfait de la qualité du spectacle, de la qualité du son, et c'est un rendez-vous probablement pour l'an prochain. Les anges, les archanges, le glorifient en Dieu, et jusqu'aux astres dans les cieux. Tiens, moi, à souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute la population de la région, un joyeux Noël. Et je trouve qu'ici, dans les communautés rurales, il y a une belle solidarité, une belle fraternité. Et je dis bravo pour ce soutien qu'on se donne les uns les autres pour vivre un tel événement. Un gros merci. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde se montre autour de chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Comme président de la Fabrique, d'abord, je tiens à remercier M. Laurent Duguay, qui a été président de la collecte 2016. Et je vous annonce que cette année, le montant net est de 9 500 $. Merci à tout le monde. Monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, qui souffle la romance, qui chante des petits enfants. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux Bravo, Noël! merci à tous. La Sûreté du Québec renouvelle ses ententes de service pour le centre d'appel de Chandler. Écoutons ce dont Mme Nadia Minassian a dit à ce sujet lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé. On a eu une rencontre hier avec la Sûreté et ils nous ont annoncé l'offre de service au MRC, alors les renouvellements des ententes de service et tout. Et on était très contents de constater que le centre de Chandler devient un des chefs-lieux pour le côté sud de la Gaspésie. Alors on est bien contents, ça sécurise des emplois. Le centre d'appel est sécurisé pour quelques bonnes années avec ça. On a augmenté de 8 à 15 emplois, je crois, là, avec le centre d'appel.
Et alors, c'était des bonnes nouvelles pour nous. Malgré les tempêtes, on a eu des bonnes nouvelles. Et c'est venu vraiment sécuriser le poste ici à Chandler. Alors, on est très contents. L'entente est pour 5 ans, alors on est tranquille pour 5 ans. C'est ça. Donc, on devient quasiment le quartier général. Oui, à peu près. c'est ça, le chef-lieu, je pense. Puis il faut souligner aussi, Madame le Préfet, si vous le permettez, le travail des anciens maires ici qui s'est battu, là, vous me dites, qui sont allés à Québec pour défendre le fameux centre d'appel. Je pense que M. Lallier, vous avez parti d'une délégation, en quelque part, ici. Puis aujourd'hui, je regarde le fruit, là, qu'on est rendu au moins le quartier général, entre guillemets, de la Sûreté du Québec. Pour surveiller nos élèves tout le temps. Absolument. Et je pense que ça va être une belle collaboration avec tous les autres postes. La façon qu'ils expliquaient, c'est vraiment pour optimiser la sécurité, optimiser les services, surtout, ça va être partout au Québec, mais pour nous, tout le côté sud de la Gaspésie va être sécurisé parce qu'il va y avoir des belles ententes entre les différents postes. Puis surtout le centre d'appel. Oui. Suite à la guignolée qui a eu lieu dimanche le 4 décembre dernier, le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel est en pleine période de préparation pour les paniers de Noël. Suite à la guignolée qu'il y a eu dimanche passé, on a eu beaucoup de denrées qui sont rentrées ici au Centre d'action bénévole. En fait, on est un peu l'entrepôt, le centre de tri principal là, pour la guignolée qui a eu lieu entre Saint-Siméon et Port-Daniel. Tout s'est envenu ici. Et puis, à partir de ce moment-là, nous, tous les bacs sont identifiés. On se transforme en mini-épicerie le temps de la confection des paniers de Noël. La façon dont ça fonctionne, eh bien, c'est que les bénévoles viennent ici, on prend une boîte à la fois, on dépose ça sur les tables, on les trie ici, puis on les met dans les boîtes pour que quand les bénévoles viennent à remonter les paniers, bien, on suit une certaine liste pour qu'il y ait chacun un panier qui soit équivalent un à l'autre, et puis pour que toutes les denrées soient de façon égale dans chaque boîte. Pour que ce soit équitable, que ce soit égal, il y a des choses qu'on doit acheter chaque année parce qu'on n'en reçoit pas assez lors de la guignolée pour combler tous les paniers. Papier de toilette, Kleenex, pâte à dents, ketchup. On achète aussi des couches pour toutes les demandes de paniers où il y a des enfants qui sont concernés par ça, des bébés qui portent encore des couches. On donne aussi un sac de couches avec chaque panier et ces couches-là, on doit aussi les acheter. Donc ça représente les choses qu'on doit obligatoirement là, faire des achats avec les sous qu'on reçoit de la guignolée. Puis les montants qui restent, ce sont ces montants-là qui sont divisés par le nombre de paniers pour faire les cartes cadeaux. On avait la participation de tout près de 14 organismes, c'est-à-dire des clubs sociaux du territoire. Je pense Chevaliers de Colomb, Pompiers volontaires, Comité de pastoral paroissial, des jeunes dans les écoles, Club des 50 ans et plus dans certains villages. Donc, c'était vraiment une belle participation de toute la communauté. Il y avait 292 bénévoles sur le terrain dimanche. Une super belle collaboration aussi de la Maison des jeunes de Bonaventure qui nous prête ses locaux cette journée-là pour trier la nourriture qui arrive. Un dernier triage là, de Saint-Siméon, Bonaventure et Saint-Hésiard. Donc, c'est des collaborations assez importantes pour nous parce que c'est pas un projet, si vous voulez, qu'on pourrait réaliser seule l'équipe du Centre d'action bénévole, malgré qu'on met énormément d'énergie dans toute cette organisation de panier de Noël. On y arriverait pas tout seul. On a besoin de tous ce beau monde-là, ces beaux clubs-là qui nous supportent et qui supportent la cause de l'opération panier de Noël. Et par exemple, je pense à l'usine de pêche MDM de Passepébiac qui nous prête un camion et qui nous prête tous ces bacs de l'usine. Là. Ça aussi pour nous, parce que ça s'empile bien, puis c'est facilitant pour le travail des bénévoles. Vous avez vu, aujourd'hui, on a quelques bénévoles à l'œuvre. Hier, on en avait d'autres. Et ça va être comme ça jusqu'au 20 décembre. On va avoir des bénévoles tous les jours. Après ça, ça va être le montage des paniers la semaine prochaine pendant 3 jours. Et ensuite de ça, la finalisation. Puis le 21 décembre, on devrait distribuer les paniers de Noël. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la guignolée a super bien été côté financier parce qu'on a besoin de sous aussi. Par les années passées, on devait, avec les sous qu'on ramassait, acheter des denrées périssables. Les denrées qui sont ici sont non périssables, des canages, des choses en boîte, en sachet, choses qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo. Mais pour compléter le panier puis faire quelque chose
de plus généreux. On devait acheter beaucoup d'articles, mais une dinde, un sac de pommes, un sac de patates, une caisse de clémentine, un pain, une bûche de Noël, 1 litre de lait. C'était les choses qu'on ajoutait dans les paniers pour qu'ils soient plus complets. C'était pas toujours évident pour une personne. Vous savez, par exemple, une personne qui est en chambre ou qui est colocataire ou quelqu'un qui est entre deux, qui est en train de déménager, puis ça, de se ramasser avec des choses qui étaient périssables. Aussi, une grosse dinde congelée de 15 livres, bien, des fois, il y avait des gens qui étaient un peu pris avec ça, ou il y a des gens qui aimaient tout simplement pas ça. Donc, pour essayer d'alléger un peu notre tâche à nous, pour essayer aussi de trouver une solution au manque d'espace qu'on avait, parce qu'on devait ici, là, en plus de ces denrées-là que vous voyez, on devait trouver de la place pour 200 quelques sacs de patates, sacs de pommes, dinde, etc., tout ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, l'espace venait à manquer. On a remplacé ça par une carte cadeau ou un certificat de cadeau, dépendamment de l'endroit où la personne demeure, de l'épicerie la plus proche de chez elle. Ce sont des cartes qui ont un petit punch dessus. Les gens ne seront pas à ce moment-là autorisés à acheter, que ce soit des produits de tabac, quelque chose d'alcoolisé ou des produits de loterie avec cette carte cadeau-là. L'an passé, c'était 55 $ qu'on avait pu donner à tout le monde. Et cette année, on ne sait pas, on va voir les résultats là, vers le 18 décembre où on est rendu financièrement. Parce que même si la guignolée est terminée, on continue de recueillir des dons. On va recueillir des dons jusqu'au 20 décembre, donc des gens qui n'étaient pas à la maison dimanche ou malheureusement que leur maison a été passée droit. Là. Ça arrive aussi durant la guignolée. On les invite à faire parvenir leurs dons au Centre d'action bénévole à Passepébiac, au 176 Gérard-Lévesque-Ouest, casier postal 337. Des gens qui veulent venir nous voir aussi pour apporter leurs dons. Bien, on accueille les dons jusqu'au 21 décembre. Donc, on remercie vraiment toute la communauté, toute la population, les médias d'information qui ont été avec nous vraiment là, pour bien couvrir l'événement. On remercie vraiment tout le monde, tous les bénévoles qui étaient sur le terrain, les partenaires aussi de l'opération Panier de Noël et de la guignolée, bien sûr. Donc, on invite les gens à continuer d'être généreux. Et c'est ça, encore une fois, un grand, grand merci à toute la communauté. Lors d'une séance d'information qui a eu lieu le 5 décembre dernier dans les locaux du collectif alimentaire à Passepébiac, Mme Marjolaine Bernier-Leduc nous a informés sur le fonctionnement de la cuisine collective. On met ensemble notre temps, notre énergie, puis dans le fond, nos capacités, nos compétences, notre intérêt, puis on fait de la nourriture ensemble. Puis dans le fond, c'est ça, habituellement, c'est des groupes de 3 à 6 personnes. Ah, ouais, OK. Ouais. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, une cuisine collective, c'est que ça se fait en 4 étapes, habituellement. La première étape, c'est on fait la planification du repas. La deuxième, c'est les achats. La troisième, c'est la journée de cuisine. Puis la quatrième, c'est l'évaluation de comment ça s'est passé, puis aussi l'évaluation de la recette, si on aimait ça ou pas. Bon. Souvent, ce qui arrive, c'est que la planification se fait comme pour la prochaine rencontre, elle se fait lors de la journée de cuisson. C'est plus facile. Oui. Comme ça, on est déjà tous ensemble, plutôt que de se revoir pour rien. Bien, on est déjà tous ensemble. On planifie ensemble la prochaine recette du mois prochain. Une cuisine collective. Une recette par ça peut être plusieurs recettes. Mais ça dépend du temps que ça prend pour c'est quoi ça. faire. Puis dans le fond, c'est chaque groupe qui identifie qu'est-ce qu'il a envie de cuisiner. Si vous avez envie de faire juste un gros plat principal en plusieurs quantités, bien là, vous faites ça. C'est vous autres qui le savez. Habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est soit une entrée, un plat principal, puis un dessert. Ah, OK. Fait que là, ils cuisinent tous ensemble, ils font des plus grosses quantités, puis après ça, bien, ils peuvent se le partager. Ou bien le donner à quelqu'un qui en aura besoin. Ou le donner à quelqu'un qui en aurait besoin, ça, c'est magnifique. Ben. C'est ça, on a des valeurs qu'on préconise ici quand même. On veut que ce soit une activité qui se fasse dans le respect, qui fait la promotion de l'autonomie alimentaire aussi. C'est voir qu'on est capable de faire plusieurs choses par nous-mêmes plutôt que d'acheter des trucs tout faits qui ne sont pas nécessairement économiques puis qui ne sont pas meilleurs pour la santé. Fait que dans le fond, en cuisinant ensemble, des fois, on fait des choses qu'on ne ferait pas tout seul. Par exemple, des pâtes au poulet. Quand on est tout seul, c'est une aventure, mais quand on est ensemble, ça se fait facilement. Oui, parce que dans ce temps-là, mais ça fait un social pareil. Ah, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui viennent ici pour se faire des amis ou pour sortir de chez eux, mais en même temps, il faut en manger, fait que c'est productif, c'est intéressant en même temps, puis c'est une belle activité. Puis dans le fond, vous, l'intérêt que vous avez pour les cuisines collectives, ce serait
Ça serait quoi? Curiosité. Curiosité, OK. Ça, c'est bon. Pour voir comment ça fonctionne ou pour échanger avec d'autres personnes? Ben, disons par exemple, j'ai toujours cuisiné. Oui. Alors, puis j'aime cuisiner. OK. Alors, je me dis à moi-même, si je peux donner des trucs ou bien si je peux recevoir des trucs, oui, alors je suis bien contente. La cuisine collective, vous pouvez regarder autour de vous, là, on est très bien équipés. Puis tout est bien classé. Oui, c'est ça, c'est tout classé, puis on peut facilement voir où ce que tout est placé. Puis on fournit aussi plusieurs ingrédients de base, dans le fond. Comme ça, comme quand les personnes viennent cuisiner, il y a des choses que nous autres, on a déjà, les épices, le fond, la farine, tout ce que ça prend pour faire des desserts, ce genre de trucs-là, nous autres, on l'a. Habituellement aussi, comment ça fonctionne pour un groupe de cuisine, là, s'il y a un groupe qui est formé, il y a différentes façons de fonctionner pour partager les coûts. Habituellement, ce que les personnes font, c'est qu'ils mettent chacun un montant d'argent. Puis il y a une personne qui est responsable, après ça, d'aller faire les achats pour le groupe à partir de la planification de la recette qui a été faite ou des recettes. Dans le fond, il y en a plusieurs qui font, soit qu'ils mettent 20 $ tout le monde en commun. Puis là, ils vont faire les achats. S'il y a un surplus, ben, ils ont deux façons de l'écouler. Soit ils le gardent pour la prochaine cuisine, ou bien soit ils se le redistribuent tout de suite. Ben oui. Ça, c'est propre à chaque équipe. Sinon, il y en a des équipes qui font juste amener leurs propres affaires plutôt que de débourser de l'argent. Donc, ils se disent « Ah, ben moi, j'ai trop de telle affaire. Okay. Ah, moi, j'ai telle affaire. » Puis ils s'organisent entre eux autres, puis ils font ça. Puis dans le fond, les cuisines collectives, c'est une fois par mois. C'est une journée de 9h le matin à 16h l'après-midi. Ça peut être un petit peu plus long, là. La majorité des groupes essaient de finir à l'intérieur de la journée. Pour pas perdre de temps pour rien. Oui, c'est ça. C'est plus facile aussi. La cuisine, on essaie de faire ça équitable aussi pour chaque personne en fonction des réalités de chaque personne. Des fois, on a des personnes qui ont de la difficulté, qui ont des douleurs, des trucs comme ça. Fait que là, chacune des personnes se distribuent les tâches entre eux autres pour que ce soit faisable et agréable. À la fin de la tenue de la cuisine, il y a toujours la période de nettoyage, c'est ça. Puis on a une procédure à respecter. Exactement, c'est ça. Il faut nettoyer toutes les surfaces. Ouais. On nettoie aussi toutes les choses qui ont été utilisées pour que ce soit propre pour la prochaine personne. C'est ça. On en a des hommes qui participent aussi, ça serait super d'avoir plus parce que les papas, ils s'intéressent bien oui, c'est clair. Parce que quand les deux travaillent, là, faut qu'ils se partagent la tâche, là. Ah, tout à fait. Tu sais, le premier qui arrive, c'est lui qui s'occupe du repas. Oui. Alors, même s'ils ne le font pas, alors s'ils voient que les autres le font, ben, peut-être dire, ce serait pas moi aussi, là, j'aimerais ça, là. Faire participer aussi les enfants. Oui, ça, on fait des activités particulières, par exemple, pour ça, parce qu'en cuisine collective, comme il y a un objectif de faire quand même beaucoup de nourriture, fait que là, c'est plus difficile d'intégrer les enfants. On a des groupes où on peut choisir d'intégrer les enfants. Oui. Comme à Bonaventure, on en a que, bon, c'est des mamans, puis s'ils viennent cuisiner la fin de semaine, ben, eux autres, ils veulent s'organiser entre eux autres pour pouvoir amener les enfants puis partager ça. Oui. Nous avons reçu à notre studio M. Jean-Guy Poirier, préfet de la MRC de Bonaventure, qui a bien voulu nous éclairer au sujet du projet de loi 122. Bien, bonjour, M. Poirier. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le projet de loi 122? Bien, le projet de loi 122, c'est un projet qui a comme objectif de donner un petit peu plus de latitude aux MRC et aux municipalités. Un exemple, au niveau des ministères, essayer de rendre que les règles comme telles et les normes soient un petit peu moins sévères. Il y a d'autres choses aussi qui est assez important à l'intérieur de ça, c'est que, surtout au niveau de la CPTAQ, la protection du territoire agricole. Dorénavant même, si une municipalité veut faire une route ou des travaux sur un terrain agricole, on n'aura pas, comme dans le passé, été obligé d'aller demander la permission à la Commission de territoire agricole. En autant qu'on leur fait savoir quel genre de travaux qu'on effectue, cette étape-là ne sera pas nécessaire, puis on va sauver beaucoup de temps. Il y a un autre item aussi qui est important, c'est au niveau des appels d'offres quand on veut faire effectuer des travaux. Dans le passé, 25 000 et plus, il fallait aller en soumission, aller sur appel d'offres, tandis que là, maintenant, le montant est augmenté à 100 000 Alors, tout montant plus bas que 100 000 on n'a pas à aller en appel d'offres. Et en parlant d'appel d'offres aussi, on était soumis à une règle qui disait qu'il fallait absolument prendre le soumissionnaire le plus bas. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est que les gens soumissionnaient trop bas. Quand on commençait les travaux, ils s'apercevaient qu'ils avaient soumissionné trop bas. Ils ne pouvaient pas terminer les travaux. Et nous, pour les municipalités, il fallait injecter d'autres argent, en fait, des surplus qu'on était obligé d'investir. Puis ça faussait vraiment la situation, parce que souvent,
le plus bas soumissionnaire, s'il fallait ajouter des imprévus, souvent c'est encore plus élevé que le plus haut qu'on avait refusé. Là, vous voyez toute la problématique qu'il y avait là. Donc, c'est quelque chose de vraiment positif. Là, ça, c'est positif. Par contre, malheureusement, moi, ce que je dénonce un petit peu ce matin, parce que j'ai plusieurs chapeaux, je siège aussi au niveau du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Le ministre des Affaires municipales nous avait dit qu'il injectait aussi dans le Québec un montant de 100 millions pour faire du développement économique, ce serait à l'intérieur des MRC. On vient d'apprendre hier et ce matin encore que le montant de 100 millions, il va être là, excepté, c'est pas avant 2021 qu'il va être au complet. Ça va être graduellement, à raison de 30 millions par année. Puis, on ne sait pas encore exactement où il va être le point de chute. Est-ce que ça va être dans les MRC? Est-ce que ça va être au ministère des Affaires municipales? On ne le sait pas au moment où on se parlait ça. Là. Ça me déçoit beaucoup. J'irais même jusqu'à dire que le gouvernement, il ne nous a pas vraiment menti là-dedans, mais je pense que c'était de la poudre aux yeux dans la façon que ça nous avait été expliqué. D'accord. Mais je pense que c'est bon, par contre, là, que le gouvernement a au moins comme objectif de donner plus de latitude aux municipalités. Pas avoir besoin d'avoir, ni plus ni moins, l'accord du gouvernement ou des ministères à chaque fois qu'on veut bouger. Là. J'ai l'impression qu'ils viennent de mettre un pied dans la porte. Et ça fait de nombreuses années que les municipalités et les MRC demandaient ce genre d'attitude-là du gouvernement. Ça, il faut dire qu'on est favorable à ça. Ça nous satisfait. Puis ça, c'est en vigueur déjà en ce moment? C'est un projet de loi 122. Il va être adopté au début de janvier, là, mais habituellement, il n'y aura pas de problème, étant donné que le gouvernement actuel a la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que la loi va être adoptée comme telle. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Poirin. Ça m'a fait plaisir. M. Sylvain Roy, député du côté de Bonaventure, est venu nous rendre visite afin de nous parler de l'équipe du Tonnerre. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi en quoi consiste le mandat pour l'équipe du Tonnerre? Écoutez, à un moment donné, j'ouvre le journal et qu'est-ce que je vois? Jean-François Lisée, mon chef actuel, le chef du Parti québécois, qui dit « Nous avons une équipe du Tonnerre avec Sylvain Roy, Gaétan Lelièvre, Harold Bérubé. » Et j'ai appelé Jean-François, j'ai dit « Qu'est-ce que tu voulais dire, Jean-François, quand tu disais équipe du Tonnerre? » Ben, il dit « Je voulais dire ce que ça veut dire. » J'ai dit « Est-ce que tu veux qu'on fasse les mandats qui vont avec? » Il dit « Oui. » Ben, l'équipe du Tonnerre, c'est l'équipe qui a permis la révolution, je dirais, tranquille du Québec. Et la révolution tranquille, c'est quoi? C'est l'instauration d'Hydro-Québec, la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est le ministère de l'Éducation, avec l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Je me souviens, bon, c'est la scolarité obligatoire. C'est l'assurance maladie. C'est la gratuité des soins. C'est la modernisation d'un État. C'est la création d'une fonction publique qui est venue accompagner l'ensemble des populations dans leur émancipation pour prendre notre place dans l'économie moderne. C'est des filières de développement industriel, c'est des filières de financiarisation du développement économique, c'est-à-dire trouver de l'argent pour aider des jeunes promoteurs qui ont des bonnes idées pour se développer. C'est notre place, la révolution tranquille nous a permis de prendre notre place dans le monde moderne. Et c'est l'équipe du Tonnerre qui a permis ça. Et quand Jean-François nous a nommés comme ça, j'ai dit à Jean-François, est-ce que tu es conscient que ça implique aussi une volonté de faire une deuxième révolution tranquille au Québec? Il dit oui. Ben, j'ai dit merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rêver notre monde. Il faut rêver notre existence. Il faut avoir de grands rêves. Il n'y a de grandes réussites que des grands rêves. Tu sais, si tu rêves d'avoir un bicycle à pédale, tu vas en avoir un. Là. Mais si tu rêves à autre chose, tu peux l'avoir. Un rêve, par exemple. Moi, je suis un peu tanné d'entendre parler de l'électrification des transports. Moi, je veux entendre parler de la construction d'une plateforme industrielle pour produire des autos électriques au Québec. 30 000 jobs. Ça, c'est un beau rêve. Au lieu de parler de petites bornes, là, on va bâtir des usines avec Ford, GM, peu importe lequel, là, Toyota, puis on va bâtir des autos électriques au Québec. Ça, c'est une révolution.
On sort de l'économie de consommateurs, puis on vient une économie de créateurs et de producteurs. Moi, quand on parle de deuxième révolution tranquille, c'est l'ouverture sur le monde. Je rêve d'un campus universitaire en Gaspésie où on formerait la francophonie africaine en vidéoconférence. Et là, j'ouvre une parenthèse. Un jour, je suis en mission en France avec Macacoto et les Français, les politiciens français nous approchent et disent « Vous autres, les Québécois, vous avez une belle expertise dans la formation à distance. Nous, on aimerait ça, évacuer, en tout cas, offrir de la formation aux Africains parce que les Chinois sont en train de prendre tout le contrôle de l'Afrique. Et étant donné que vous êtes bons, vous êtes Français, vous pourriez prendre la relève pour aller former les Africains. Parce que nous, on ne peut pas y aller parce qu'on a un passé d'esclavagiste. Ah ben j'ai dit, OK, j'ai compris. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas bien vus. La Belgique, la France, tous les pays francophones de l'Europe sont très mal vus dans les pays de la francophonie africaine. Mais nous, les Québécois, n'avons pas de passé de colonialisme et d'esclavagisme. Et on serait bien vus. Donc, exemple de nouvelle révolution tranquille, de créer un système universitaire de formation de la francophonie mondiale, mais qui partirait de la Gaspésie. Ça, c'est un rêve, monsieur. Avec tous les professeurs-chercheurs qui s'impliquent, puis une belle dynamique, parce que où il y a des universités, il y a du développement économique. Moderniser nos transports, moderniser nos écoles, avoir le souci de l'enfant. Hein? On est un monde où on parle beaucoup des enfants, mais on ne s'en préoccupe pas beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Avant, les comptoirs des maisons, ils étaient bas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on avait le souci de l'enfant. Parce que l'enfant avait juste à mettre un petit tambouret. Il pouvait monter sur l'armoire et aller chercher ses choses. Aujourd'hui, on a des comptoirs lunch à peu près de 4 pieds d'eau où on a de la misère debout à se nourrir presque. Ça prend des tabourets qui finissent plus. Rien n'est conçu pour l'enfant. Bien, redéfinir notre rêve collectif en se souciant des plus petits. C'est ça une révolution tranquille. C'est ça une nouvelle révolution tranquille. Donc, il faut rêver notre monde, il faut le changer, il faut aller ailleurs, il faut oser la pensée. Et il n'y a pas de demi-mesure. Puis à la base, l'équipe du Tonnerre, ça vient de qui? C'est Jean Lesage avec, je pense qu'il y avait René Lévesque là-dedans, puis il y avait un paquet. Jacques Parizeau était là-dedans aussi. L'équipe du Tonnerre, c'est l'équipe qui a décidé, dans son premier projet, de nationaliser l'hydroélectricité. Avant, l'hydroélectricité appartenait à des entreprises privées, souvent anglophones, qui faisaient en sorte qu'ils chargeaient un prix de fou pour une région comme la Gaspésie, pour avoir accès à l'électricité, puis où il y avait une concentration, ça coûtait moins cher. Mais ça faisait quoi? Ça faisait en sorte que tu ne bâtissais pas un moulin en Gaspésie là, en pensant que l'électricité serait moins chère parce que c'était exorbitant. Donc, la nationalisation de l'hydroélectricité, le premier projet de la Révolution tranquille de l'équipe du Tonnerre, a permis à tout le territoire québécois, puis entre autres la Gaspésie, de se développer de manière équitable parce que tout le monde avait accès au prix d'électricité au même prix. Et ça a permis l'occupation de territoires dynamiques, la création d'une multitude d'entreprises dans toutes les régions du Québec. Puis ça crée de l'équité puis une société vivante. Bien, merci beaucoup, M. Roy. Ça fait plaisir, jeune homme. Pour terminer, voici votre chronique Rendez-vous. Souper et soirée de Noël au Club Optimiste de Saint-Godefroy, samedi le 17 décembre à 18h. Musique, Jannick Collin. Coût, 20 $ par personne. Soirée dansante au Club L'Amicale de Passepébiac, samedi le 17 décembre 2016 à 21h, avec la disco de Maman Pelletier. Après-midi amateur au local des Chevaliers de Colomb de New Carlisle, le dimanche 18 décembre à 14h. Au plaisir de vous rencontrer. Soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Pélis, samedi le 31 décembre à 21h. Musique Les Copains, Georges et Ronald. Venez fêter avec nous. Venez souligner la dernière journée de l'année en dansant au Club des 50 ans et plus de Bonaventure, samedi le 31 décembre. Avec la disco de Pierrette Bélanger, un léger goûter vous sera servi. Le coût d'entrée est de 8 $. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport, le samedi 31 décembre à 21h, avec la musique de Gérard et Rose. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 11 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.